Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, vous nous entendez? Oui, moi oui. Bon, super. Donc, bienvenue au webinaire de l'ADAPI. Donc, c'est la première fois qu'on essaye ce format. Ça rentre dans le cadre de notre politique associative vers les aidants et d'essayer d'être au plus proche des besoins des familles et des parents dans l'accompagnement de leurs enfants tout au long de leur vie et de leur parcours. En lien avec un appel à projet de Métropole Aidante, Marine va vous expliquer un peu comment vont se dérouler les webinaires, mais il y a toute une série de webinaires qui ont été mis en place par l'ADAPI avec des professionnels experts des établissements. Voilà, donc je vous souhaite un très bon webinaire et à bientôt. Bonjour à toutes et tous, Marine Rodersdorf, responsable de l'équipe mobile comportement problème. On a pensé cette série de webinaires, donc qui commence par 6 webinaires, dont le premier est aujourd'hui, pour pouvoir répondre aux besoins qu'on identifie pour les proches aidants, dans les établissements notamment, avec la porte d'entrée, qu'est-ce qu'un comportement problème. Donc aujourd'hui, c'est une première approche qui regroupe les différents concepts. Et par la suite, nous aurons un prochain webinaire, donc le 17 octobre, sur les spécificités sensorielles, qui sont aussi très souvent en lien avec les comportements problèmes ou comportements défis. Il y aura un troisième séminaire le mardi 18 octobre sur la douleur, donc la douleur qui constitue 70% des causes des comportements problèmes, comment l'identifier et comment la prendre en compte. Et ils seront suivis par un quatrième webinaire donc, sur l'accès à la vie intime, affective et sexuelle, comment l'accompagner, la respecter, la comprendre et quels sont les leviers et les recours qu'on peut solliciter dans ce cadre. Un cinquième séminaire aura lieu, donc la date n'est pas encore déterminée, mais ce sera courant novembre sur la paire aidante. Qu'est-ce que c'est? Quels bénéfices pour mon proche? Et un sixième webinaire, enfin, donc en décembre, sur l'autodétermination. Voilà. Je vais laisser donc la place à Françoise Infante, qui est notre intervenante d'aujourd'hui, qui va se présenter, mais qui est psychologue et qui va introduire ce premier webinaire. Donc, votre proche a des comportements difficiles qui vous questionnent, comment l'accompagner. Et vous pouvez bien sûr poser des questions. Tout au long, n'hésitez pas à couper N'hésitez pas. Et à remettre vos micros aussi. Et à remettre vos micros. J'ai juste la lumière en dessus. Ah, tu veux changer de lumière? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, donc, notre premier webinaire. Bien sûr, nous sommes très intéressés par vos questions parce que ça touche effectivement, notre thème d'aujourd'hui touche énormément de familles, énormément de professionnels, puisqu'on parle des comportements difficiles. On redéfinira un petit peu ce qu'on appelle les comportements difficiles, mais dans nos institutions et même en libéral, on a tendance maintenant à parler de comportements problèmes, moins de comportements défis, mais de comportements problèmes. Donc le thème d'aujourd'hui, votre proche porteur de troubles neurodéveloppementaux a des comportements difficiles qui vous questionnent. Réfléchissons ensemble à des réponses. L'ordre du jour, le résumé de ce qu'on va se dire, puisqu'on va être ensemble pendant une heure et demie. L'idée, c'est de laisser un vrai temps pour vos questions au bout de 3/4 d'heure, pour que vraiment on puisse entrer dans des choses de votre quotidien. Donc l'ordre du jour, ça serait effectivement définir ce qu'on appelle les comportements problèmes,
Le deuxième point, c'est du coup travailler sur la notion des éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui est en amont d'un comportement problème, puisque c'est là-dessus qu'on va essayer de trouver des solutions et de trouver des réponses. Quelques éléments déclencheurs les plus évidents et les plus souvent détectés, c'est la douleur. C'est aussi la difficulté à communiquer. Donc, on se posera la question, est-ce que la personne était vraiment en situation de pouvoir dire ou qu'elle avait mal ou qu'elle ne souhaitait pas telle activité ou qu'elle en désirait une autre, etc. Donc, c'est la communication. On posera la question de la communication, la CA, de la communication alternative et augmentée. Le troisième point, c'est tout ce qui a à voir effectivement avec la modulation sensorielle. Et on évoquera rapidement, puisque ça sera le sujet d'un prochain webinaire, l'hyper et l'hyporéactivité sensorielle chez beaucoup de personnes porteuses de troubles neurodéveloppementaux. Et puis un quatrième point qui sera effectivement l'accompagnement des familles et l'accompagnement de la personne, que ce soit l'adolescent, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, dans sa vie intime, affective et sexuelle, ce qu'on appelle les ateliers VIAS, aussi les questionnements autour de la VIAS. Le troisième point, c'est effectivement la question des évaluations qui sont indispensables. On peut évaluer l'expression de la douleur chez des personnes non communicantes, on peut évaluer un niveau développemental, on peut évaluer un niveau de communication. Donc, on passera ces différents bilans et vous pourrez poser vos questions. Et le quatrième point, c'est effectivement le plus important puisqu'on parlera des stratégies possibles en réponse aux troubles du comportement ou comportement problème. Donc, premier point qui est fondamental, c'est effectivement les troubles, c'est la définition des troubles neurodéveloppementaux. On a beaucoup parlé, on a tous suivi des formations autour des besoins des personnes avec autisme, des besoins des personnes avec TSA, troubles du spectre de l'autisme. Mais maintenant, on travaille tous beaucoup plus par rapport à la notion de troubles neurodéveloppementaux. Alors, comment définir un trouble neurodéveloppemental? Vous voyez qu'il y a sur cette diapositive une définition. C'est un trouble affectant le processus du développement cérébral. C'est un trouble acquis dès la naissance et qui conduit à des difficultés plus ou moins… Excusez-moi, je peux poser une question? Allez-y. Je n'arrive pas à voir vos diapositives. Je vois que la première et les autres sont tout petits dans un coin. Ben, merci beaucoup de nous le dire parce qu'a priori, vous n'êtes pas la seule, j'imagine, dans ce cas. Est-ce que d'autres personnes ont le même problème? Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, ça vient de notre ordinateur. Alors, moi, j'appuie là. Peut-être que ce n'était pas là qu'il fallait faire. Vous nous dites si vous voyez la définition des troubles neurodéveloppementaux? Ça y est, c'est parfait là. Très bien. Merci. Alors, du coup, vous pouvez voir je reprends la définition parce qu'elle est importante. Elle inclut effectivement tout ce qu'on appelle les 10, c'est-à-dire qu'on est porteur d'un trouble développemental, qu'on soit dyslexique, qu'on soit dysorthographique, mais aussi qu'on soit porteur d'un TSA, qu'on ait une déficience intellectuelle. Ce sont tous des troubles neurodéveloppementaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont acquis à la naissance, parce qu'ils affectent le processus de développement cérébral et parce qu'ils conduisent tous à des difficultés plus ou moins importantes dans une ou plusieurs fonctions cérébrales. On verra que effectivement, on peut être autiste, on peut être porteur d'un TSA et avoir des troubles associés de type trouble anxieux, de type trouble du développement oral, du type trouble du développement de la coordination. On voit que grâce aux neurosciences et au travail qui est fait au niveau de la psychologie expérimentale,
on devient de plus en plus précis aussi dans nos diagnostics et on n'est plus dans un diagnostic global, la personne est autiste, basta. En fait, on s'aperçoit qu'une personne autiste peut ou non être porteur d'une déficience intellectuelle et que la déficience intellectuelle, il faut qu'on la prenne en compte en tant que telle. Mais en plus de la déficience intellectuelle, on peut effectivement être porteur d'un trouble anxieux ou de psychopathologie et qu'on a, nous, professionnels, à aussi les considérer en tant que tels. Donc, vous voyez que dans ces bulles, on a ce que je viens de dire rapidement, mais ce sont tous ces troubles qui sont effectivement énumérés dans le DSM-5, troubles du développement et de la coordination, troubles spécifiques du langage, syndrome dysexécutif, c'est effectivement un trouble qui fait que la structuration est extrêmement complexe et que s'organiser dans une journée, voire une demi-journée, peut être effectivement une grande gageure pour la personne. D'où ce qu'on connaît, nos organisations Teach, nos organisations avec des plannings, nos organisations avec des plannings visuels. Mais vous voyez que là, on a quelques troubles TND, quelques troubles neurodéveloppementaux, mais que du coup, on se rend compte que ça concerne plein d'enfants, d'adolescents et d'adultes avec lesquels on travaille ou avec lesquels vous vivez, vous, en tant que famille. Je passe à la prochaine diapo. Ah oui, alors du coup, il faut que je... Voilà. Voilà, il faut que je... Alors, cette diapo est importante aussi parce que on voit que ces petites bulles qui veulent dire, par exemple, celle du haut, la jaune, trouble du développement de la coordination, ce qu'on voit, ce qu'on peut diagnostiquer souvent chez des personnes porteuses, par exemple, d'autisme ou de déficience intellectuelle, on va aussi dire, ah ben oui, cet enfant, ce jeune, a des troubles au niveau de la motricité générale ou a des troubles au niveau de la motricité fine, il est maladroit. Donc, ce qu'on appelle les troubles qu'on peut mettre dans cette valise qui est le trouble de la coordination. Le trouble du développement du langage, TDL, on a le TDAH qu'on connaît tous un peu mieux, c'est ce qu'on appelle très généralement l'hyperactivité. Le TDI qui est le trouble de la déficience intellectuelle et le TSA qui est ce qu'on a souvent longtemps appelé l'autisme. On voit que, entre autres, ces différents TND, ces différents troubles du neurodéveloppement, ont quelque chose en commun qu'on appellera transdiagnostic, c'est-à-dire que ça va au-delà de la spécificité de chacun de ces troubles, qui est ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle, qui est un autre trouble. C'est-à-dire ce qu'on retrouve chez certains enfants ou certains adultes avec ce qu'on appelle, nous, les crises. C'est-à-dire ce mal-être, ce fait de rentrer dans un mal-être qui parfois dure extrêmement longtemps et dont on ne peut pas faire redescendre l'enfant ou l'adulte parce que ça prend des proportions absolument incroyables. Donc cette dysrégulation émotionnelle, ces fameuses crises, vous voyez qu'elles sont transdiagnostiques et qu'elles sont aussi inscrites de plus en plus, on le voit, dans le TND lui-même. Ça va être important parce que ce n'est plus un problème de personnalité, c'est au-delà de ça quelque chose à prendre en compte dans notre travail, dans notre quotidien avec la personne. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur les éléments déclencheurs de ces possibles crises en mettant en place des choses qui vont faire que la personne ne va pas avoir besoin de recourir à ces états qui la sidèrent pour trouver une solution à un problème qui peut-être est intrinsèque à son trouble. On voit, alors je vais essayer de... Quelles peuvent être les causes, j'en ai pas sauté là, non? Quelles peuvent être les causes de ces troubles? Alors attends, est-ce que j'ai... Non, c'est bon, hein? Voilà. Quelles peuvent être les... Alors, si on se dit que la dysrégulation émotionnelle est au fond quelque chose de très répandu par rapport au TND, c'est quelque chose avec lequel il va falloir qu'on compte. La question, c'est quels éléments déclencheurs, en général, on va pouvoir constater. Marine le disait, le premier facteur à éliminer, à prendre en compte,
c'est effectivement la douleur. On a trop longtemps pensé que parce que la personne ne pleurait pas, parce que l'enfant ne pleurait pas quand il tombait, parce que l'adulte ne disait rien quand il se faisait mal, eh bien, ça voulait dire qu'il n'avait pas mal. On sait maintenant que c'est une erreur profonde. On a le docteur Sourti, on a Madame Chen, docteur Chen, qui interviendra justement sur ce thème, qui, depuis longtemps, nous font des formations dans toutes les institutions pour nous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'expression de la douleur qu'il n'y a pas de douleur. Bien sûr qu'il y a douleur. Alors, l'idée, ça va être de l'évaluer, cette douleur, et puis de travailler, d'apprendre à l'enfant, à l'adulte et à l'ado à montrer, à dire ou à montrer par du visuel qu'il a mal. Mais ça, souvent, c'est un énorme travail, surtout, par exemple, avec des jeunes, des enfants, des ados et des adultes qui, par exemple, ne seraient pas verbaux. Ne pas être verbal, ça va souvent aussi avec un niveau développemental bas, donc pas de recours non plus à une expression, qu'elle soit même au niveau visuel et encore moins verbal. Et du coup, effectivement, c'est un objectif de travail à avoir. Comment, chaque fois que on aura détecté que la personne aura mal, sans doute travailler avec la notion de picto, montrer, pour qu'après, l'enfant, l'adulte puisse aller chercher le picto concerné pour pouvoir indiquer qu'il a mal. En tout cas, c'est effectivement le premier élément qu'il faut prendre en compte. Le deuxième, c'est évidemment les effets secondaires possibles des médicaments. On a trop longtemps, nous les psychologues, travaillé sur la notion de psychopathologie, de douleur psychique, sans prendre en compte, parce qu'on n'avait pas non plus accès à tout ça, les effets secondaires des médicaments. Donc, quand nous évaluons, nous les psychologues, c'est évidemment avec nos collègues infirmières, en lien avec les médecins. Le secret médical est un secret maintenant partagé, donc il est fondamental que nous puissions nous faire aider des conseils, des avis de nos collègues du médical. Donc, médicaments, effets secondaires. On sait que la prise de médicaments peut engendrer des phénomènes de constipation, peuvent engendrer des syndromes de soif très, très prononcés, etc. Donc voilà, très important. Troisième point, les facteurs psychologiques. Je parlais de psychopathologie, troubles anxieux, dépression même chez certains. Ça aussi, il va falloir le prendre en compte en lien avec nos collègues médecins, en lien avec la psychiatrie. Quatrième point, les facteurs déclenchants spécifiques et contextuels. À la limite, ce sont presque les plus faciles, c'est-à-dire que travailler, nous tous, famille, professionnels, sur la notion de qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien, quel refus il y a eu, est-ce que moi je me sentais bien ce jour-là, est-ce que au niveau du personnel, au niveau des institutions, est-ce qu'il y a un changement dans les équipes, est-ce qu'il y a eu un changement dans les rituels, est-ce qu'il y a eu un changement dans les plannings, etc. Avant-dernier élément, très important également, le manque de prévisibilité, c'est-à-dire que c'est l'idée d'anticiper, de travailler sur la notion de prévisibilité, c'est-à-dire que la personne puisse savoir ce qui va se passer dans la demi-journée, ce qui va se passer au niveau de la journée, s'il y a des changements, qu'elle puisse anticiper grâce à du visuel, etc. Et puis, dernier point, mais on en avait déjà parlé, le manque de communication, c'est-à-dire que de notre côté, comment est-ce qu'on communique avec la personne et comment la personne peut communiquer avec nous, quel moyen de communication est là. Alors, tout cela, c'est effectivement, ça ne sort pas de notre chapeau, et c'est ce qui est formidable maintenant dans notre travail, parce que quand on a, comme ça, comme moi, fait de la formation, proposé des formations il y a plus de 20 ans, on n'était pas à même de pouvoir dire aux personnes que ce qu'on disait, c'était effectivement pas de notre ressort personnel, ce n'était pas une idée qui nous était sortie de notre chapeau comme ça un beau matin,
Mais l'idée maintenant, c'est qu'on travaille tous par rapport aux recommandations de bonne pratique. Donc là, il y a des liens, mais voilà, ils sont extrêmement faciles à trouver sur Internet. C'est des recommandations de la HAS, c'est des recommandations de la NESM qui font que ce n'est plus le psychologue qui travaille dans son coin et qui pense que ça, c'était pas mal et qu'on pourrait le généraliser. Non, c'est par rapport à des politiques, par rapport à des évaluations internes, externes, par rapport à des lignes de conduite et un cadre institutionnel qu'on va pouvoir travailler ensemble, des projets, des objectifs, etc. Alors, premier point fondamental, c'est effectivement les évaluations. Alors, quand je parlais de la douleur, l'évaluation, c'est voilà, c'est fondamental. Alors, l'évaluation déjà développementale d'un enfant et d'un adulte, elle va déjà me donner une idée de la compréhension que la personne va pouvoir avoir, par exemple, de tous ces symboles qu'on voit sur cette diapositive. Parce que nous, ça nous semble évident qu'à droite, il a mal parce qu'il ferme les yeux et qu'il y a peut-être une petite larme ou pas, il a la bouche ouverte, il touche son épaule. Tout ça, c'est carrément une communication implicite, symbolique. Pour moi, effectivement, ce petit garçon a mal, est triste, il pleure. Pour une personne avec déficience intellectuelle sévère ou même une déficience intellectuelle moyenne, je ne suis pas sûre que ce cadre, en plus avec du rouge, va signifier effectivement que l'enfant a mal. Même chose à gauche. Bon, il n'a pas mal. D'ailleurs, il n'est pas tellement souriant. Mais vous voyez que tout ça se base sur des codes sociaux, des codes appris, et que ça va être le centre du travail que les équipes éducatives vont devoir faire avec les enfants, en lien avec les infirmières. C'est utiliser ce type d'échelle, pourquoi pas, mais encore faut-il qu'on soit sûr que la personne les comprend. Donc, comme je reviens vers la précédente, on n'est pas sûr que tous les enfants d'un IME, tous les jeunes qui travaillent dans un ESAT sont aptes à comprendre ce type d'échelle. Il y a cette possibilité d'utiliser des grilles d'évaluation de la douleur en se basant sur l'expression comportementale de la personne. Donc, je ne vais pas rentrer, vous voyez, en plus, elle n'est pas extrêmement lisible. Je ne vais pas rentrer de manière trop approfondie sur cette diapositive parce qu'il y aura vraiment un webinaire par Madame Chaigne qui vous expliquera tout ça de manière très, très précise. Vous voyez qu'il y a une grille sur laquelle les équipes, les parents, les équipes et les parents vont pouvoir ensemble définir des niveaux de réactivité de la personne. Par exemple, je prends la première ligne, la personne gémit, se plaint, pleurniche faiblement. On va évaluer, alors on va déjà choisir un des verbes. Peut-être que l'adulte ou l'enfant ne gémit jamais, mais il peut se plaindre. Donc, on va rayer les deux autres verbes, pleurnicher non plus. On va garder ce plaint et on va faire ce qu'on appelle une ligne de base, enfin un état de base. On va faire une première évaluation d'un comportement quotidien, normal de la personne. Et puis, on va décider ensemble avec les parents si on peut mettre 0 parce qu'en fait, quand la personne est bien, eh ben, elle ne se plaint jamais. Par contre, il peut y avoir des jeunes ou des adultes pour lesquels on évaluerait ce niveau-là, ce niveau comportemental à 2. Donc, voilà, on va prendre chacune des lignes, chacun des critères, on va les évaluer ensemble et ça sera ce qu'on va appeler notre état de base. Et puis, quand il y aura des moments où la personne va être dans plus de morsures, plus d'auto-agressivité, plus d'hétéro-agressivité, plus de retrait au contraire, eh bien, on va réévaluer ensemble cette grille et on va essayer de voir quelle différence il y a. Enfin, voilà. Et Madame Chaigne travaillera ça avec vous
parce qu'en fait, on va pouvoir à ce moment-là prendre des décisions, décider ensemble de protocoles, etc. Après vous voyez, après cette grille, je vous ai mis un petit peu la manière dont ça fonctionne. Mais ça, comme je vous le dis, on en reparlera de manière beaucoup plus précise dans un autre webinaire. Donc, alors, on a vu une première évaluation qui est ce que s'appelle la GEDI. Hein. GED-DI. GEDI, ça c'est la grille d'évaluation de la douleur. Autre évaluation intéressante, le profil psychosensoriel, le profil psychoéducatif, qui est ce qu'on appelle souvent le PEP. Alors, c'est le PEP 3 et qui nous permet d'évaluer. Alors ça, il est souvent utilisé dans le cadre de l'autisme et pour des enfants. Normalement, on l'utilise jusqu'à 7 ans et demi. Donc, vous voyez que là, on a différents domaines. Donc, le domaine verbal, préverbal, le domaine du langage expressif, langage réceptif, motricité fine et globale, imitation oculomotrice. Vous voyez que on va déjà dans quelque chose qui est très précis au niveau du fonctionnement de la personne. Vous verrez après, on a la Vineland qui est aussi un bilan développemental et qui va aussi travailler sur la notion de différents domaines de développement de la personne. Donc, ce PEP3, par exemple, alors dans le cadre de l'autisme, est très intéressant parce qu'il va il va cibler des âges développementaux. Vous voyez qu'il y a une colonne ici, âge développemental, et elle est définie en mois. Donc, cet enfant a une cognition verbale de 42 mois. Cet enfant a un langage expressif de 20 mois et un langage réceptif de 33 mois. Vous voyez qu'il comprend mieux qu'il ne peut parler. Mais 20 mois, ce n'est pas non plus tellement élevé, hein, puisque ce n'est même pas 2 ans. Donc, on peut imaginer que le fonctionnement de cet enfant, qui a pourtant 5 ans, 6 mois, il a déjà un énorme retard au niveau de la communication, il a un retard au niveau de la motricité globale, vous voyez qu'il est à 28 mois. Donc, c'est un enfant qui a de gros besoins. Vous voyez que son niveau développemental adaptatif est modéré au niveau du langage, mais il est déjà sévère au niveau de la motricité. On peut avoir déjà des indications d'objectifs pour un projet en se disant, ben, voilà, il a 5 ans, si sa motricité globale et sa motricité, oui, surtout sa motricité globale, vous voyez que la motricité fine, il est plutôt beaucoup plus performant. Donc, ça peut être intéressant. C'est pas non seulement c'est intéressant, mais c'est fondamental d'avoir ce type d'évaluation pour les projets éducatifs de la suite. Alors, ça, c'est le PEP 3. Donc, il est surtout destiné aux enfants autistes. Vous voyez qu'il nous donne aussi des courbes. Donc, ça, c'est visuellement extrêmement intéressant pour des équipes éducatives et pour des parents, puisqu'on voit effectivement que c'est le langage qui pêche. Par contre, la motricité fine, il est plutôt compétent. Donc, on va se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on lui propose au niveau de la communication? On va sûrement devoir lui proposer de la communication alternative et augmentée. Troisième évaluation, vous vous souvenez qu'on avait vu la grille GEDI, on a vu le PEP 3. Et maintenant, une autre évaluation qui est fondamentale, qui est le profil sensoriel. Alors, on a tous des manières très différentes d'appréhender les sons, d'appréhender les goûts, d'appréhender les odeurs. Il y a des personnes qui ont un odorat extrêmement développé, d'autres qui sont très sensibles à certains goûts, qui sont voire très sélectifs au niveau du goût. Enfin, il n'y a pas besoin d'être porteur d'un TND pour savoir qu'on n'est pas tous égaux par rapport à nos différents sens. Sauf que dans le cadre de l'autisme et des TND, il y a parfois des différences encore plus marquées. Et c'est vrai qu'on n'a pas assez de profils sensoriels, par exemple pour des enfants qui sont à l'école, qui auraient besoin d'adaptation et pour lesquels il n'y a pas eu d'évaluation de fait et qui, avec une hyperactivité, sont en difficulté parce qu'ils auraient besoin d'avoir peut-être des coussins avec picou, peut-être des moments où ils soient dans des coins beaucoup plus calmes, etc. Donc, voilà, ça c'est hyper important qu'on soit tous
très attentifs à ce que les profils sensoriels soient proposés par les psychomotes, les psychomotriciens, les psychomotriciennes, voire les psychologues, puisqu'on peut être formé à la passation du profil sensoriel. Celui-ci s'appelle le profil sensoriel de Winnie Dunn, D-U-2-N. Vous voyez que c'est une sorte de questionnaire, donc c'est facilement remplissable par les parents, c'est fait avec les parents, avec les professionnels, et voilà, il y a un compte-rendu qui est donné et qui cible soit des niveaux d'hypo ou d'hypersensibilité. Mais il y aura un webinaire là-dessus, donc je ne vais pas détailler tout ça, simplement pour vous dire que quand on a fait ce profil sensoriel, eh bien, effectivement, il y a des aménagements, des adaptations qu'on peut faire. Tout le monde connaît les fameux timers. Ça, c'est quand on ne supporte pas les imprévus ou qu'il y a des difficultés au niveau des transitions. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. On connaît, je vous parlais des galettes à picou, ces petits ronds là verts, mais il y a aussi les balancements, les balançoires. Ça aussi, c'est très connu. En haut, on a tout ce qui est lié au gustatif, à la bouche, à l'oralité, où certains adultes, certains enfants ont besoin d'avoir quelque chose dans la bouche pour éviter de manger des choses complètement inadaptées qui seraient leur t-shirt, etc. Et il y a aussi peut-être ce que vous connaissez, c'est tout ce qui est gilet lesté, couverture lestée, etc. Donc ça sera un webinaire auquel vous aurez accès. Alors, quatrième évaluation, c'est celle qui est la plus généralisée maintenant dans nos institutions, qui est la Vineland 2. Donc, il s'agit d'une évaluation développementale. Alors, je vais passer quelques petites diapos pour vous montrer quelle forme ça a, et puis je reviendrai. Au bout du bout, ça donne ça, avec, comme on avait vu pour le PEP 3, une évaluation de la communication avec une évaluation assez fine puisqu'on va évaluer le langage réceptif, c'est-à-dire la compréhension, le langage expressif, c'est-à-dire la verbalisation, l'écrit. Après, on va travailler sur la vie quotidienne avec trois sous-domaines, l'autonomie personnelle, l'autonomie domestique et la vie en communauté. Ensuite, tout ce qui est socialisation, avec les relations interpersonnelles, les jeux, le temps libre, l'adaptation et puis enfin la motricité. Et vous voyez que ça va aussi nous donner des âges développementaux. Alors maintenant qu'on a vu le résultat que ça donnait, on va revenir au départ et je vais vous expliquer pourquoi c'est si important et pourquoi il est indispensable que nous travaillions tous, psychologues, personnels éducatifs, autour et médical, autour de ces notions. Alors, quelques petits points, c'est qu'on va travailler sur la référence d'âge. Alors, on connaît tous l'âge chronologique, hein, on a tous un âge chronologique, on n'est pas pareil à 10 ans qu'à 20 ans ou à 30 ans, mais là, je vais vous pointer quelque chose d'important qui est l'âge développemental. Et la notion d'âge développemental est fondamentale dans les TND puisqu'on a vu que parfois, il y avait des retards. Donc, il est important de cibler ces retards et d'être très précis puisqu'on n'a pas un même retard dans tous les domaines de développement. On peut ne pas parler, on peut être très limité au niveau de l'expression, mais au contraire, être très performant au niveau de la compréhension. On peut être très performant au niveau de la motricité générale, courir, faire du vélo, etc., mais être très limité parce qu'on a une déficience au niveau de la motricité fine. Donc, il est fondamental qu'on puisse être évalué de la manière la plus précise possible pour que les projets soient aussi les plus précis possibles avec des objectifs pertinents par rapport aux différents besoins de la personne. Donc, quelques points théoriques. Pourquoi les références d'âge? Elles permettent de comparer enfant et personne avec lui-même en différents moments. J'ai assisté à une réunion il y a peu et en fait, on parlait du fait que le résident adulte portait des protections et le parent a pu nous dire effectivement que ce résident avait été propre à une époque de sa vie. Donc, toutes ces choses-là, quand il s'agit d'une régression,
on peut cibler la régression qu'à partir du moment où il y aura eu une évaluation pointue à différents moments de la vie. Et ça, il va falloir que nous, on les ait dans les dossiers. Alors, permettre de comparer effectivement l'enfant ou la personne avec elle-même suivant les différents moments de sa vie et de le comparer aussi avec ses pairs. C'est-à-dire que dans le même groupe, il va être important pour le personnel éducatif de connaître les différents âges développementaux pour proposer aussi des activités en lien avec les âges développementaux. De comprendre son niveau de développement, non pas sur un mode négatif, mais avec une approche positive. Oui, il ne sait pas faire ça, mais d'abord, il pourra l'apprendre et il saura le faire ensuite. Et puis, il sait sûrement faire plein de choses. Donc, il va falloir qu'on apprenne de plus en plus à travailler aussi par rapport aux forces de la personne et pas simplement par rapport à ses besoins. Donc, l'idée aussi, c'est de nous former, famille et personnel éducatif, au fait de connaître les échelles développementales. C'est-à-dire, on fait les choses à quel âge? Donc, je vous montrerai quelques exemples. Et cela permet de donner une réponse développementale et de ne pas considérer une activité normale pour un certain âge comme un trouble de développement. C'est-à-dire que si une personne a une déficience intellectuelle sévère, le fait qu'elle jette les choses par terre qu'elle trouvera sur une table n'est pas un trouble du comportement. C'est simplement une spécificité, quelque chose qu'on fait quand on a 18 mois d'âge développemental. On a 20 ans, mais on a 18 mois d'âge développemental. Et donc, s'il y a des verres sur la table, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser à les faire tomber. Mais ça, ce n'est pas un trouble de développement, c'est quelque chose qui est lié à l'âge développemental. Alors, ce que je vous disais, c'était qu'il faut qu'on fasse la différence entre âge chronologique et âge développemental et le bilan fonctionnel. Ce bilan développemental est un bilan qu'on appelle aussi fonctionnel, c'est-à-dire qu'on part de ce que la personne sait faire au quotidien. Donc, ce bilan fonctionnel, il permet d'évaluer le niveau de développement des personnes selon les différents domaines de compétences et ainsi de définir des objectifs adaptés aux capacités des personnes. Alors, quelques exemples. Vous voyez, quand on évalue dans la Vineland le fait que l'enfant, l'adulte, monte seul un escalier en alternant les pieds, eh bien, c'est une compétence que l'enfant fait, l'enfant ordinaire, l'enfant tout venant, fait à 2 ans et demi. Parfois, on est avec des personnes qui ont des graves troubles au niveau de la motricité. Ils ne peuvent pas les faire. Ils ne peuvent pas faire ça parce qu'en plus, ils sont porteurs d'une déficience sévère. Eh bien, c'est quelque chose qui est implicite, qui est contingent à l'âge développemental. Autre chose, ça c'était la motricité générale, mais le schéma corporel, on parlait tout à l'heure de douleur. Eh bien, en fait, quand on se penche sur l'échelle développementale de l'enfant ordinaire, on voit qu'à 4 ans, il est capable de pointer ses genoux, de pointer ses talons, de pointer son front, la joue, le menton. Vous voyez que c'est des compétences qu'on apprend quand on a 4 ans. Et puis, on ressent ses lèvres et on est capable de pointer ses épaules, voire de discerner ses cils à 5 ans. Et puis, à 6 ans, c'est les mollets, les paupières, les narines, les sourcils, le poignet, les coudes. Vous voyez que c'est des compétences qu'on n'acquiert pas complètement et très tôt. Donc, il va falloir que la personne porteuse d'un TND apprenne aussi ça et qu'on considère aussi son âge développemental pour ne pas partir du principe que, ben oui, il aurait mal aux dents, il devrait pouvoir nous montrer qu'il a mal aux dents. Oui, mais non, le schéma corporel, il ne l'a pas encore acquis. Et savoir ressentir ses dents, être dans la perception, dans la proprioception, c'est-à-dire ressentir l'intérieur de mon corps et en être conscient, c'est quelque chose que j'acquiers avec le temps ce n'est pas des compétences avec lesquelles on naît. Donc, l'importance de ces repères dans l'accompagnement. On propose parfois des activités qui ne sont pas adaptées aux capacités de la personne. Exemple, un planning journalier ne peut être compris que si certaines notions de structuration spatiale et de structuration temporelle sont acquises. Alors, spatiale, on part du principe que voilà, notre planning, on va le mettre de haut en bas. En haut, c'est le début.
mais on doit être sûr que la personne a bien compris que le début du planning, le matin, quand il arrive à 9 h ou quand il se lève, eh ben, on doit être sûr qu'il comprend bien que c'est la première vignette d'en haut ou que c'est la première vignette de gauche, parce que parfois, on ordonne nos plannings de gauche à droite. Alors, la Vineland 2, vous voyez que, on l'a vu tout à l'heure enfin dans cette autre diapo bleue, mais elle évalue de manière vraiment très, très détaillée le fonctionnement de la personne. Donc, je vais redire rapidement, mais communication verbale, donc le langage réceptif et expressif, la vie quotidienne, c'est effectivement l'autonomie personnelle. Donc, c'est aussi tout ce qui est soins personnels. Est-ce que la personne prend sa douche seule? Est-ce qu'elle se lave correctement du début à la fin toute seule? Mais c'est aussi se laver les dents, mais c'est aussi accepter d'aller chez le dentiste, mais c'est aussi avoir une hygiène intime adéquate. Des activités domestiques, c'est aussi partager la vie familiale, la vie de l'institution, avec la mise de table, mais aussi ranger ses affaires, mais pouvoir nettoyer, voire balayer, etc. La vie en communauté, c'est tout ce qui est autonomie sociale, pouvoir sortir, prendre le bus, avoir des amis. La socialisation, c'est tout ce qui est relations interpersonnelles, jeux et loisirs. Parfois, on aimerait bien que des enfants, voire des adultes, soient plus autonomes au niveau de leurs loisirs, et on s'aperçoit qu'il faut travailler ça avec eux pour ritualiser des loisirs, parce que faire les choses seules, c'est très, très compliqué. Capacité d'adaptation, elles sont évaluées aussi, puis tout ce qui est motricité. Il faut que je regarde l'heure. 21h13, donc je vais avancer. Alors, vous voyez que cette courbe, je vais revenir au précédent. En fait, on nous compare tous. Vous voyez qu'elle est là, la courbe de Gauss. Elle est utilisée effectivement dans ces bilans fonctionnels pour comparer le fonctionnement de la personne à ce qu'on appelle le fonctionnement ordinaire, donc adapté. Vous voyez que la majorité des gens, ils se situent dans ce milieu de courbe en haut, effectivement, et puis à gauche, il y a ce qu'on appelle la déficience intellectuelle, et puis à droite, il y a ce qu'on appelait avant être surdoué et qu'on appelle maintenant le haut potentiel intellectuel. Donc effectivement, on a parfois des enfants qui sont HPI, haut potentiel intellectuel, mais qui peuvent être dans des besoins extrêmes au niveau de leur autonomie personnelle, etc., au niveau de la sélectivité alimentaire, etc. Donc c'est ce qui est intéressant. Vous voyez qu'en bas, on a ces petits signes bleus. Et vous voyez que cet enfant, au niveau de l'autonomie domestique, eh bien, il se débrouille relativement bien, hein. Il peut mettre la table, il peut débarrasser, il peut remplir un lave-vaisselle, il peut passer le balai, il est dans quelque chose d'adapté, comme d'autres enfants de son âge. Et au niveau de l'adaptation, pas de problème. A priori, il n'est pas autiste. Les transitions, les changements, impeccables. Par contre, vous voyez qu'au niveau du verbal, il y a d'énormes besoins, voire au niveau du lien aux autres. Alors, voilà, cette courbe de Gauss, vous voyez qu'elle est à nouveau là un peu plus lisible, avec cette normalité qui est au milieu de la courbe, et puis ce QI qui est à partir de 70, vous voyez, dans ce qu'on appelle la déficience intellectuelle, la DI, avec, par exemple, pour des enfants, le fait que la psychologue scolaire interroge les parents, travaille avec les parents cette notion de quotient intellectuel, et puis il y aura peut-être des adaptations faites au niveau de la classe, voire des passages en Ulysse, par exemple, dans le cas des enfants. Donc c'est en fait une évaluation, le quotient intellectuel, donc le WISC, hein. Là on a vu que c'était une évaluation de l'adaptation, une évaluation fonctionnelle, la Vineland, mais qui va aussi avec des WISC, et les WISC sont très déterminants dans le vécu de l'enfant, le vécu scolaire de l'enfant, voire dans ses perspectives d'avenir au niveau apprentissage et professionnel. Autre évaluation, le Comvor, peut-être que vous connaissez. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez ludique, avec des cuillères, avec des jeux, avec des voitures. On va évaluer effectivement la notion de compréhension
au niveau de la vie quotidienne. C'est-à-dire, est-ce que la personne va pouvoir mettre toutes les mêmes cuillères ensemble, et puis on va affiner, on va faire travailler avec du matériel de plus en plus spécifique, avec par exemple des cuillères, des petites cuillères, des cuillères de taille moyenne, des grandes cuillères. Et puis, on va voir si l'adulte ou l'enfant va être capable d'apparier les petites cuillères ensemble, les moyennes cuillères ensemble, les grandes cuillères ensemble, pour aller vers des choses plus complexes qui sont en termes de représentation, avec des images. Vous voyez qu'il y a des images de verre. Donc, dans un premier temps, on va faire apparier le verre orange avec l'image du verre orange. Et puis après, on va aller vers du noir et blanc ou vers des symboles beaucoup plus stylisés. Et ce travail-là, pourquoi? Eh bien, parce que vous voyez que cette image avec ces différentes représentations de la pomme, eh bien, ma question, c'est est-ce qu'on reconnaît la pomme dans toutes ces images? Vous voyez, il y a des confitures là. Bon, bah, ça pourrait être de la pomme, ça pourrait être du coin, ça pourrait être de la soupe. Voilà, quand on affine un peu quand on va chercher des images un peu plus complexes, on voit que nous, on se base sur des associations, des symboles sociétaux ou sociaux qu'on connaît de notre vie quotidienne. Mais la personne avec déficience ou la personne avec trouble neurodéveloppemental, il n'est pas évident qu'elle comprenne toute cette symbolique. Donc, c'est l'idée de l'évaluer, entre autres avec ce Comvor, qui peut être effectivement très, très intéressant pour cibler après le fait qu'on choisisse soit des images, soit des photos, soit des objets pour confectionner des plannings en communication en CA. Alors, l'analyse fonctionnelle, les réponses au comportement problème. Pourquoi alors, je vous ai montré d'abord toutes ces évaluations qui sont fondamentales, qui sont la base de notre travail. Et puis maintenant, ciblons de manière plus précise les comportements problèmes. Eh bien, c'est intéressant de se poser la question du comportement défi parce que éviter une activité déplaisante, en fait, elle peut avoir effectivement, elle peut être conditionnée par différents comportements. C'est-à-dire, je veux éviter telle activité, j'ai différentes possibilités de comportementales dans mon petit panier. Je peux m'en aller, je peux faire autre chose, je peux avoir une crise, je peux fermer les yeux, je peux déléguer, etc. Donc, on voit que le même comportement peut avoir différentes fonctions. Et là, on rentre dans le vif du sujet avec une définition des comportements problèmes. Qu'est-ce qu'un trouble de comportement? Qu'est-ce qu'un comportement problème? Eh bien, ce sont ces comportements qu'on va décider de cibler avec les équipes et avec les parents sur le fait que, ben oui, jeter, casser, renverser, déchirer, ça devient insupportable au niveau du quotidien, il va falloir y travailler. L'automutilation, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup et pour lesquels il va falloir trouver des solutions. Les agressions, c'est-à-dire vis-à-vis des autres aussi. L'antisocial, crier, se mettre en colère, s'enfuir, eh bien, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on puisse trouver des solutions et aider la personne. Tout ce qui est autour de l'alimentaire, avec une hypersélectivité qui peut amener à des gastrostomies invalidantes, alors qu'un travail sur la sélectivité des aliments peut donner d'excellents résultats avec des renforçateurs, etc. Et les stéréotypies ou autostimulation. Donc, tout ça peut être considéré comme effectivement un comportement problème. Alors, définition, ça c'est une diapo qui nous sert à détailler la définition du comportement problème. Effectivement, c'est un comportement inadapté par sa nature, par son contexte ou par son intensité. Il présente une menace pour la personne et son entourage. Il participe à son exclusion sociale et nuit au développement de la personne. Ça, c'est la définition du comportement problème. Donc, effectivement, ça peut être l'agressivité, les autostimulations sensorielles, les comportements non sociaux, l'hyperkinésie, c'est-à-dire bouger sans arrêt. Ça peut être les troubles alimentaires, mais aussi le retrait. On voit que le comportement 1, vous voyez, jeter des objets, il peut avoir plusieurs fonctions. Donc, il va falloir que
on se pose la question de la fonction du comportement et qu'on fasse des hypothèses. Jeter des objets, ça peut être, on peut jeter des objets pour éviter une tâche. On peut jeter des objets pour simplement dire qu'on a mal quelque part. On peut jeter un objet parce qu'on voudrait avoir à boire et qu'on voit une bouteille et qu'on n'a pas accès à la bouteille. On peut jeter des objets simplement pour obtenir de l'attention. Donc, chaque fois que le comportement va se répéter, il va falloir qu'on se pose la question du pourquoi. Est-ce que c'est pour éviter? Est-ce que c'est pour signaler? Est-ce que c'est pour obtenir? Donc, il est important de comprendre le contexte du comportement de manière objective et factuelle et que tous ensemble, on se mette d'accord sur la même hypothèse de déclenchement du comportement. C'est-à-dire identifier le comportement des filles, se poser la question de à quoi il sert, est-ce pour éviter quelque chose ou est-ce pour obtenir quelque chose? Comment peut-on intervenir? Dans quel contexte il a lieu ce comportement? Et puis, après, la solution qu'on trouve, travailler par rapport à la notion de essai-erreur. On se dit tous ensemble, on essaye ça et on voit si ça marche. Si ça marche, on garde. Si ça ne marche pas, on réfléchit à l'hypothèse et on propose de nouvelles réponses. Vous voyez qu'on est là dans ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle du comportement. On a un comportement, le B, behavior en anglais, et on va travailler sur la notion d'élément déclencheur, de contexte, le A, l'antécédent, et on va se poser la question de qu'est-ce qui arrive après le comportement? Qu'est-ce qui a été fait après qui fait que le comportement a été renforcé? Alors, vous comprendrez mieux avec la suivante, c'est-à-dire le behavior, le B, le comportement, ce sont les manifestations. Le A, c'est ce qui se passe avant avec les éléments déclencheurs, les conditions favorisantes. Et le C, les conséquences, ce qui se passe après avec la réaction de l'adulte. Un petit exemple, un résident dans une salle à manger, il y a trop de bruit. En fait, on n'a pas fait de profil sensoriel, on n'a pas pris en compte son hypersensibilité auditive. Il peut déclencher des crises pour qu'on le mette dans sa chambre et qu'il puisse manger tranquille dans sa chambre. Alors après, on va travailler sur la notion de trouble de comportement parce que oui, ce résident, décidément, il a tout le temps des crises au niveau du repas à midi et il met à mal les autres personnes, voire le personnel. Mais si on ne travaille pas sur la notion de profil sensoriel, d'hypothèse, d'hypersensitivité auditive, et sur le fait que, en fait, le fait de lui demander de manger dans sa chambre renforce ce comportement-là, il va continuer à produire des crises puisque ça répond à son besoin, c'est-à-dire d'être dans un lieu hypostimulant au niveau du repas. Vous voyez qu'on est amené à utiliser ce qu'on appelle des grilles d'analyse fonctionnelle avec des choses très précises comme la date, le début de la crise, la fin de la crise, le comportement qu'on va cibler, le lieu où ça se passe, l'activité dans laquelle il y a eu le comportement problème, l'antécédent, la conséquence, et puis les commentaires de la famille ou si c'est une observation en famille ou les commentaires de l'éducateur, de l'éducatrice, du psychologue. Même diapo qui vise à mieux expliquer, vous voyez qu'on est toujours dans ce schéma comportement, événement contextuel en amont et en aval, les conséquences. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment de prévenir les comportements des filles avec la structuration de l'environnement, la surveillance médicale, puisqu'on disait que 70% des troubles de comportement sont dus à une mauvaise compréhension des signes au niveau de la douleur, une utilisation de la communication alternative augmentée, les renforcements, l'anticipation des changements et la prise en compte des particularités sensorielles. Alors, exemple d'éléments déclencheurs, le bruit, la situation dont je vous parlais, les transitions, la frustration, des activités indéfinies, des moments d'inactivité, des activités imprévues, une situation de besoin, une situation exigeant une planification, etc.
Alors, des idées reçues qui sont complètement dépassées, c'est de dire « Ah, ben, la personne m'agresse volontairement, elle m'en veut. Si la personne est porteuse d'une déficience intellectuelle, ce n'est pas un problème c'est pas un problème de sentiment par rapport à nous, c'est souvent, la plus souvent, un problème de mal-être. Je ne suis pas compétent, ça c'est une autre idée reçue non acceptable. Je dois intervenir, m'interposer, pas tout le temps. La personne est violente. Non, elle n'est pas violente, elle est en train de m'exprimer un besoin. Il le fait exprès pour m'ennuyer. Bien sûr que non. Si la personne est bien, il n'y a pas de raison qu'elle ait quelque chose contre moi. Alors, quelle stratégie ou réponse possible? Aider la personne à gérer l'expression de ses émotions. 2, gérer l'attente et la durée en général. 3, apprendre à mieux communiquer. On connaît les programmes Teach, PEX ou CA. Favoriser les expériences positives avec tout ce qui est renforcement. Et 5, prévenir et accompagner les changements liés à la puberté. Mais là aussi, vous aurez un webinaire sur VIAS. On va en parler un petit peu rapidement. Mais voilà, on a des outils tels les thermomètres des émotions, c'est-à-dire travailler avec la personne le fait que oui, le vert, c'est quand on est calme, et puis peut-être l'amener à ressentir cette montée vers la crise qui serait le 6 pour rester vers du 4 ou 5 avec des propositions de comportements alternatifs. Mais c'est aussi comprendre ses propres émotions, les discriminer sur du matériel visuel. Vous voyez que là, on a aussi une échelle de la colère et de l'anxiété. Il y a ce qu'on peut utiliser pour des adultes, mais qu'on utilise beaucoup pour les enfants, le volcan des émotions. Oui, le mal-être monte, mais je peux trouver à droite des solutions alternatives beaucoup plus adaptées de type aller dans un endroit hypostimulant, utiliser ma respiration, boire un verre d'eau, etc. Et puis, on a vu que la mauvaise gestion de l'attente déclenchait des troubles de comportement. On utilise souvent maintenant les timers, on utilise les cartes à temps, avec même des montres qui permettent à la personne adulte de voir les différentes séquences de la journée, les différents plannings, les sabliers. Teach, j'en ai parlé, on va passer rapidement avec ces diapos où on voit effectivement la structuration du travail et puis qui va servir effectivement à apprendre à mieux communiquer, à apprendre à mieux gérer l'émotion, à apprendre à mieux exprimer. Ça commence par des exercices faciles pour aller vers des choses plus complexes. C'est aussi des lieux de travail avec possibilité d'hypostimulation avec des bureaux adaptés. Et puis là, la CA avec des classeurs de communication, mais aussi des plannings de communication. Vous voyez qu'à gauche, on a un planning objet adapté à des personnes qui ne comprendraient pas tout ce qui est pictogramme, mais aussi des pictogrammes adaptés au niveau avec petit à petit la possibilité d'utiliser des mots. Ça, c'est un travail sur effectivement les émotions, pouvoir exprimer qu'on n'aime pas, qu'on a peur, qu'on a mal à la tête. 4e point, on en a parlé rapidement, c'est tout ce qui est renforcement. Renforcer, favoriser les expériences positives, c'est évidemment les bravos, c'est super, tu es un champion, etc. Mais c'est aussi une activité qui peut être renforçante par rapport à une acquisition ou une progression. Les renforçateurs primaires qu'on utilise le moins possible parce qu'effectivement, ils sont liés à l'alimentation, mais ils peuvent servir aussi. Voilà, définition du renforcement positif et définition du renforcement négatif. Ça, c'est fondamental dans tout ce qui est apprentissage. Je vais lire la définition du renforcement positif. C'est une procédure par laquelle la probabilité de fréquence d'apparition d'un comportement tend à augmenter suite à l'ajout d'un stimulus appétitif contingent à la réponse. Alors, c'est un petit peu compliqué. Ça veut simplement dire qu'un bravo,
voilà, un bravo, quand la compétence est acquise, effectivement, ça renverse et ça augmente l'envie de continuer à bien faire. C'est l'idée aussi de travailler la notion de favoriser le comportement adapté plutôt que d'appuyer sur ce qui est non adapté ou ce qui est une mauvaise réponse comportementale. Alors là, j'ai passé plusieurs diapositives à la fois. Dernier point, tout ce qui est changement lié à la puberté, avec une sensibilisation de la personne au fait qu'elle peut accepter ou refuser des gestes. Ça aussi, vous voyez, on peut le travailler avec des pictogrammes si c'est nécessaire, avec du matériel qui existe, qui est extrêmement bien fait, qui est sur le site Santé BD, comme vous le voyez en haut. Donc, c'est des documents qui sont gratuits, qui sont extrêmement bien faits. Là, vous voyez que vous avez vie affective et sexuelle, la puberté, je suis un garçon. Il y a exactement la même chose pour les filles. Autre site extrêmement bien fait, c'est CERES. Toutes des choses qu'on trouve sur Internet pour des personnes plus adultes, avec des outils qu'on peut télécharger gratuitement. Effectivement, avec la possibilité de travailler sur cet interdit et j'ai le droit. Et puis, cette dernière diapo qui va nous laisser le temps de répondre à vos questions. Au final, apprendre jusqu'à quand? Eh bien, on apprend toute la vie. On apprend aussi le plus jeune possible. On apprend de manière intensive tout en respectant le rythme de chacun. On apprend en pluridisciplinarité, c'est-à-dire que plus nos réunions éducatives avec les parents sont pluridisciplinaires, plus elles sont intéressantes, avec les psychomotes, avec les orthophonistes, avec les psychologues, avec les infirmières, avec les médecins, avec les éducateurs sportifs, avec les éducateurs, etc., etc., en partenariat avec la famille, la co-construction des objectifs, avec évidemment la famille, l'éducation nationale, dans nos réunions pluridisciplinaires, bien sûr, la présence des enseignants qui est fondamentale, et puis, comme je le disais, orthophoniste, ergothérapeute, psychomote, éducateur sportif. Merci de votre attention et bien sûr, quelques idées de livres et de sites que vous pourrez consulter et qui sont sur ce PowerPoint. Voilà, merci à vous. Merci. On est maintenant dans l'attente de vos questions, si vous en avez. Hein? Tu veux que j'enlève le PowerPoint pour voir tout le monde, les images? Vas-y, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ou pas? Pas. Il n'y a pas beaucoup de micros ouverts. Madame Sagan a son micro ouvert. Est-ce que vous avez une question? Madame Comte, est-ce que vous avez une question? Je vois votre visage. Donc, je me suis adressée à vous, Madame Comte, parce que vous étiez le seul visage que je voyais. J'avais peut-être une question. Oui, allez-y. Oui, merci déjà pour nous avoir éclairé. En tout cas, moi, ça m'a éclairé un peu plus sur la manière de procéder, enfin voilà, comment vous fonctionnez, Oui. comment on peut fonctionner. Après, je veux dire, ça ne m'apporte pas, comment dire, de réponse concrète à comment je peux soulager le trouble de mon enfant, quoi. Oui. Par rapport, je sais qu'il y a besoin de faire des évaluations, beaucoup d'évaluations pour savoir exactement pourquoi il procède de sa manière-là, pourquoi il jette, pourquoi il crie, etc. Mais ça ne m'apporte pas de réponse, en fait, comment je dois faire, en fait, me comporter avec lui dans ces conditions-là. Oui, mais, oui, mais ça serait…
Vous comprenez aussi pourquoi, s'il y avait une réponse toute faite, Oui, bien sûr. mais maintenant vous comprenez pourquoi c'est si compliqué. Oui, oui, oui. Tout Oui, dépend de l'âge développemental, tout dépend de la réponse de l'expression de la personne à la douleur. Mais l'idée aussi, c'est que vous, les parents, vous ayez toutes ces billes pour pouvoir travailler avec les équipes par rapport Oui. à des choses concrètes. D'accord. En fait, il y a beaucoup d'essais-erreurs, en fait. Beaucoup d'essais-erreurs. C'est de trouver des solutions. Ça marche un moment, ça marche pas à un autre moment, quoi. En fait, on y va à tâtons, quoi. Donc, en fait, c'est compliqué, en fait, à comprendre, quoi. Parce qu'on peut dire qu'il est frustré par rapport à telle ou telle chose. Après, c'est pas vrai. Après, c'est compliqué, quoi. Mais bon, le cheminement, voilà, j'ai appris quand même pas mal de choses. Ça m'a éclairci, en fait, sur la manière de fonctionner et comment appréhender un petit peu les troubles, en fait. D'accord. Tant mieux. Effectivement, j'imagine que vous parlez de votre enfant qui est adulte. Oui. Et c'est aussi, on est tous conscients que c'est un travail qu'on fait maintenant avec les enfants, mais il y a 20 ans, on n'était pas obligatoirement dans ce type d'évaluation avec les personnes qui maintenant sont adultes. Oui, oui. Donc, voilà, il y a tout un travail au niveau éducatif qui est maintenant beaucoup plus présent partout et beaucoup mieux connu. Mais Oui. qui n'existait pas il y a 20-30 ans, quoi. Oui. On était beaucoup plus dans des évaluations très psychologiques. Oui. Alors que là, il y a tout un ensemble de. C'est pas que psychologique, en fait. Et voilà, on n'était pas dans des évaluations, on partait aussi du fait que la personne était handicapée, et voilà. Alors que maintenant, on est dans des apprentissages le plus tôt possible, parce qu'on table sur la plasticité neuronale, et on sait que plus l'enfant va acquérir de choses tôt, plus il va pouvoir progresser. Donc, l'espoir, c'est que les enfants actuels en institution ou au domicile des parents soient des enfants beaucoup plus stimulés, donc des adultes avec moins de comportements défis que certains adultes qui étaient très peu stimulés à l'époque. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça évolue, c'est beaucoup mieux pris en compte, en fait. Oui, la psychologie expérimentale, vous voyez que les neurosciences sont pas des sciences très vieilles, hein. Oui. Et on ne savait pas beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant grâce à tout ce qui est scanner, IRM, etc. On voit même les émotions sur le cerveau. Enfin, on a fait des progrès phénoménaux. Tout à fait. Oui. En tout cas, merci. De rien. Un commentaire. Donc, il y a un commentaire. Pour moi, l'autostimulation de mon fils n'est pas un problème. Ça lui permet de se reposer dans les stimulations qui l'entourent et le fatigue. Donc, je les laisse faire pour qu'il se repose. Effectivement. Donc, ça, c'est une observation extrêmement intéressante. Ça veut dire que la stimulation, l'autostimulation, mais plus globalement, un comportement problème, c'est vraiment à vous, les parents, et aux équipes de déterminer à partir de quand c'est un comportement problème. Hein. Fumer est un comportement problème, mais il y a des gens qui en ont besoin. Donc, on ne va pas non plus réglementer le fait des balancements. Si un enfant a besoin de se balancer, si un enfant, au contraire, a besoin d'être sur une chaise et tourner
avant une activité parce que ça lui permet de s'apaiser, évidemment, ce n'est pas un comportement problème, c'est au contraire un comportement apaisant qu'il va falloir garder dans ses rituels. Donc, c'est vraiment, il faut être très discriminant, nous professionnels, avec vous les familles, pour être bien d'accord ensemble sur qu'est-ce qu'on considère comme un comportement problème. Pas mettre tout dans le même sac. Hein. Évidemment, évidemment. Bon, ben, merci à tout le monde alors. Et puis au prochain rendez-vous, au prochain webinaire alors. Merci beaucoup. Merci à vous.